Sur mon Notion, j'ai une page qui s'appelle Notion en vrac, où dès que je fais des recherches et que j'ai une idée, je la drop un peu comme ça sur cette page-là, autour de l'investissement, autour de l'entrepreneuriat, de la vie. Bon, c'est plus orienté business, enfin travail, mais il y a un petit peu de tout. Et en fait, à chaque fois, je savais pas trop quoi en faire, parce que c'est des phrases, des fois, que je sors en vidéo, dans tweet, etc. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast où je vous les lis. C'est des phrases qui sont très simples. Et où on en discute quand il y a besoin d'en discuter. Let's go, notions en vrac, qui vont enfin servir à quelque chose. En investissement, on ne travaille pas sur ce qui va arriver, mais sur ce qui a le plus de chances d'arriver. Tout n'est que probabilité. Bon, je sais pas pour qui je me suis pris à écrire tout n'est que probabilité. Mais en investissement, on ne travaille pas sur les gains, on travaille sur l'espérance de gain. Si vous avez joué au poker, une paire d'as ne fait pas toujours gagner. Une paire d'as fait gagner 80% du temps si on joue un énorme échantillon de mains. C'est ça l'espérance de gain. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de mettre en place en investissement, c'est d'avoir des thèses qui, si on les répète sur des bases qui sont logiques, au bout d'un moment, vont nous faire gagner de l'argent. Mais l'investissement, on ne peut pas travailler sur ce qui va arriver, et des fois, la logique ne marche pas. Parce que sinon, la finance comportementale n'existerait pas, et on partirait du principe qu'on est tous des robots. Sauf qu'on investit en étant des humains avec nos biais humains. Donc en investissement, on ne travaille pas sur ce qui va arriver, on travaille sur ce qui a le plus de chances d'arriver. Ce que font les sages au début, les fous le font à la fin. Devinez de qui c'est, vous avez 3 secondes. Warren Buffett. Et j'aime beaucoup cette citation. Parce que ça marche pour trop de trucs, c'est fou. Ça marche sur plein d'échelles différentes, sur plein de trucs. Ce que font les sages au début, les fous le font à la fin. Les gens investissent sur Bitcoin quand on était en 2012. Dans 10 ans, tout le monde aura du Bitcoin, quand il vaudra 1 million. En bear market, sur une échelle plus petite, les gens achetaient du Bitcoin. En bull run, les fous achètent du Bitcoin. Et donc, il y a plein de choses à tirer de cette notion, c'est que quand on fait quelque chose, on va rester sur l'investissement, mais ça se base aussi sur la vie. Quand on fait quelque chose en investissement, il faut regarder si on fait partie des sages du début. Et si on ne le fait pas partie, il faut avoir une bonne raison pour ne pas être dans cette zone-là. Et il y a l'autre notion aussi qui est à ne pas sous-estimer, c'est les fous le font à la fin. Et donc, si on voit que beaucoup de gens sont en train de faire ce que nous on a fait il y a quelques mois, quelques années, bah c'est peut-être qu'il est temps de changer. C'est peut-être qu'il est le temps de vendre. C'est peut-être qu'il est temps de faire quelque chose de différent, parce que les fous sont là. Je le prends aussi dans mes vidéos, où mes vidéos sont beaucoup copiées. Les sujets de vidéos sont beaucoup copiés, les thèses aussi. Parce que dans l'écosystème francophone crypto, il y a beaucoup de copieurs, il y a beaucoup de gens qui se basent sur nos thèses, et quand j'essaie de créer mes propres thèses, forcément, c'est plus facile de copier les datas et les conclusions que de les faire soi-même. Bref. Et en fait, je me base aussi sur ça. C'est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai commencé mes vidéos, personne ne faisait des vidéos sur un projet, où ils présentaient un projet. Maintenant, il y en a de plus en plus qui le font. Et donc, c'est aussi un indicateur que j'utilise pour me dire, il y a de plus en plus de gens qui le font, ok, je dois arrêter de le faire, ou je dois le faire pivoter. Ce que font les sages au début, les fous le font à la fin. La prospérité d'une économie amène des emprunts, les emprunts amènent des gains, qui amènent vers des mauvais emprunts, les mauvais emprunts créent des pertes, les emprunteurs arrêtent d'emprunter, et la prospérité diminue. C'est le cycle d'une économie. Ça marche exactement avec une citation que mon collègue Paul aime beaucoup utiliser, qui est « Les temps durs créent des hommes durs, les hommes durs créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps durs. » C'est exactement pareil. En économie, on a une prospérité, l'économie marche, les salaires augmentent, on emprunte. Parce qu'on se dit tout se passe très bien. On emprunte, donc on gagne de l'argent parce qu'il y a plus d'argent en circulation, on va avoir notre maison, on va pouvoir faire des gains. Et donc on amène des gains qui amènent vers d'autres emprunts, qui cette fois sont des mauvais emprunts, parce qu'on a une empreinte émotionnelle qui se met en place. Les mauvais emprunts
font perdre de l'argent et les emprunteurs arrêtent d'emprunter, et le fait qu'on arrête d'emprunter amène une perte de la prospérité. Mon thé est trop chaud, je me suis brûlé. Mettre des trailing stops est peut-être la meilleure manière pour aborder une prise de profit. J'ai une série de plein de vidéos sur la prise de profit, donc je m'arrête là-dessus, mais à réfléchir. Réallouer ses profits dans les alts n'est pas prendre des profits. Quand j'achète du bit and sort, que je fais 70%, et que j'utilise les gains que je viens de faire pour les réallouer dans un autre altcoin, je ne prends pas des profits, je réalloue les profits que j'ai faits, et je les réexpose au marché. C'est vraiment une notion à prendre en compte parce que il y a beaucoup trop de gens qui confondent réallouer et prendre des profits. Quand vous envoyez un screen de votre portefeuille à votre pote, vendez vos positions et flexez, si vous voulez, vos USDT que vous avez vendus, mais d'expérience, ça marche. Le moment où tu te dis, putain, ça a bien monté, regarde, t'as vu comme... Je t'avais dit, mec, c'est le moment où il faut vendre. Parce que y a une théorie en anglais qui dit when it's good enough to brag out, it's good enough to sell. Quand c'est assez bon pour s'en vanter, c'est assez bon pour vendre. Donc la prochaine fois que vous envoyez un screen WhatsApp de votre petit wallet sur un altcoin dont vous avez entendu parler sur Crypto Recherche, d'ailleurs, allez vous abonner à Crypto Recherche, le lien dans la description, 10% avec Kirill 10 off. Envoyez un screen de vos USDT. Le marché des crypto-monnaies est la plus grosse opportunité de changement de vie de l'histoire de l'humanité. Bon, j'ai un peu fait l'américain avec l'histoire de l'humanité, mais c'est sûrement la plus grosse opportunité de changement de vie de ce siècle. Je pense que, en fait, j'en suis sûr que Bitcoin a amené des milliers de nouveaux millionnaires partis de rien, sans apport, sans héritage, sans famille qui donne de l'argent, quoi que ce soit, pendant entre les années 2010 et 2020. Et ça, c'est magnifique, même si le marché des crypto-monnaies a encore cette réputation de marché scammy, tant pis. De l'autre côté, ça permet à des gens de s'enrichir, et je pense que ce n'est pas fini. Il est beaucoup plus rentable de se focus sur les narratifs les plus importants, mais à l'intérieur des écosystèmes les plus hype. La notion de narratif, elle est de plus en plus mise en avant, mais allons dans les meilleures rivières qui ont le plus de courant. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, donc normalement vous êtes au point par rapport à ça. Ça ne sert à rien d'aller à l'encontre du marché. Je n'aime pas les VC coins, mais le marché va vers les VC coins, donc je vais vers les VC coins. C'est comme ça. Les VC coins, c'est ce qu'on appelle les tokens de Ventures Capital. C'est en gros les crypto-monnaies qui lèvent des fonds énormes et qui remboursent les investisseurs privés. C'est un peu l'exemple de Sui. Sui, c'est un projet qui a levé 300 millions, je crois. Bah les mecs, ils ont levé 300 millions, forcément, la tokenomics, elle est pas dégueu. Enfin si, elle est dégueu. Et concrètement, bah, même si j'aime pas la structure, même si j'aime pas la tokenomics, le marché va vers les VC coins, je vais vers les VC coins. C'est comme ça, il faut aller là où le marché se dirige et ne pas rester borné pour rien avec ces vieilles thèses. Le temps où les Layer 1 vont être issus d'un groupe de personnes un peu geeks sans levée de fonds est absolument révolu. Maintenant, une Layer 1, c'est corporate, de manière quasi obligatoire. C'est un milieu qui s'est professionnalisé, et s'il se professionnalise, il se capitalise. Il y a eu la mode des fair launch sur les Layer 1. Nous, ce qu'on voulait, c'était une team qui s'est pas spécialement rémunérée, une Layer 1 qui n'a pas levé énormément d'argent, etc. Sauf qu'on arrive à un stade où c'est quasiment impossible, et surtout où c'est terminé. Les gens ont compris qu'il y avait de l'argent là-dedans, les capitaux vont dans cette direction, et si on veut investir dans une petite initiative un petit peu geek qui n'a pas levé de fonds, c'est pas vers les Layer 1 qu'il faut aller. Ouh, celle-là, elle est osée. Je vais pas vous la dire parce que celle-là, je vais manger une shitstorm, mais j'ai pas forcément envie de le faire. C'est sur Ethereum, pour ceux qui se demandaient. Ah, celle-là, par contre, elle est très intéressante. C'est moi qui l'ai écrit, hein, c'est totalement mégalo de dire ça. Ça sert à rien d'aller chercher les micro-projets qui vont surperformer, parce que actuellement, avec la grosse période d'accumulation qu'on a eue, les gens sont déjà positionnés, ils n'ont pas de nouveaux capitaux à injecter parce qu'ils n'ont pas fait de gains en plus, et donc il n'y a pas spécialement d'intérêt d'un point de vue risk-reward à aller chercher les petits projets. Tout le monde veut les fameux petits projets. Tout le monde veut les small caps comme ça, qui vont nous mettre bien et tout, mais même d'un point de vue rentabilité, ça sert à rien. Et
j'ai fait un tweet il y a 1 heure là, parce que j'avais vu dans les commentaires de ma vidéo, un mec qui avait dit, j'avais parlé d'Ethereum qui allait faire x2, selon moi, et donc ça mettrait Ethereum à 7000$, et il y a un mec qui a dit, Ethereum à 7000$, c'est de la grosse merde. Et mon tweet c'est, je trouve que les cerveaux des gens se sont fait bousiller par les meme coins, par les agents IA, par toutes les low cap comme ça, où les gens commencent à croire que, en fait, dans les crypto-monnaies, on peut faire un x50 hyper facilement sans rien faire, et que faire un x2, c'est pas ouf. N'oubliez pas qu'on est quand même dans un milieu d'investissement, et créons-nous des tests d'investissement. Les valorisations de crypto ne se font que via de la spéculation. C'est pas les revenus, c'est pas les utilisateurs, c'est l'anticipation d'une hausse de revenus, c'est l'anticipation d'une adoption, c'est l'anticipation d'une introduction d'un nouveau mécanisme. C'est pas des choses factuelles qui font que les cryptos se valorisent, c'est la spéculation et c'est l'anticipation. Donc ça rend le marché très ambigu à percevoir, mais ça casse aussi une sorte de plafond de croissance, puisqu'on n'a pas de target fixe autre que celle qu'on espère. C'est une sorte de grand cercle vicieux, où on a des projets qui ont des gros niveaux de risque, mais forcément des gros potentiels de hausse. Donc on a cette valorisation du au cas où, et il faut avoir une énorme promesse. Et donc on a la création d'une valeur sociale, mais en partant du principe que du coup, les promesses absolument énormes ont de fortes chances de mourir. La quantité de gens aux events crypto qui viennent me voir en disant qu'ils tokenisent des plantes vertes pour que tu gagnes un yield si la plante grandit. Ça, c'est abusé, les mecs. Ça veut dire beaucoup de choses, mais j'ai tout eu. J'ai eu le cheval de course, j'ai tout eu. Ouais, salut Iril. C'est toujours la même chose. C'est salut Iril, j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos sur la bourse. Ah, merci mec, mais j'ai pas fait de vidéo sur la bourse. Ah, ok. My bad. Et toi, tu fais quoi ? Nous, en fait, on tokenise la plante verte, et en fait, si la plante, elle gagne, si la plante, elle grandit, tu gagnes un yield si t'auras investi dessus. Toujours pareil. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, attention à la bulle, et ça veut dire que, quand même, la tokenisation des actifs sur la blockchain devrait arriver. Un phénomène psychologique assez connu chez les investisseurs en bull market, en bull market, vous allez comprendre pourquoi je l'ai prononcé comme ça, c'est la peur de la bulle. Un phénomène psychologique assez connu chez les investisseurs en bull market, c'est la peur de la bulle. Les gens ont compris, après la crise de 2008 et la crise des dot-com, que ce qui monte va forcément redescendre. Et ils projettent très fortement cette notion. On a cette peur ambiante de la bulle qui se fait tout le temps en bear market. En bull run, pardon. L'humain est social. On aime savoir qu'on appartient à un groupe. Si on commence à voir que d'autres gens que nous font de l'argent alors qu'on n'en fait pas, on peut se sentir laissé de côté par le groupe et vouloir les rejoindre. Et je pense que c'est pour ça que on a ce FOMO permanent quand on investit dans une crypto-monnaie et qu'elle bouge pas parce qu'elle est dans un narratif ou pour X ou Y raison, et que d'autres crypto-monnaies bougent et qu'on voit des gens faire de l'argent, on a envie de participer. Et même si au final la crypto descend, vaut mieux participer au groupe et que notre crypto descende que ne pas participer au groupe et que notre crypto stagne. Et ça, c'est hyper intéressant. D'un point de vue psychologie. La finance comportementale, c'est le principe d'étudier les marchés financiers en partant de l'idée que les investisseurs sont tous influencés par énormément de biais émotionnels et qu'ils ne sont pas là pour maximiser les profits et minimiser le risque. On étudie ensuite les inefficiences de marché qui en découlent. Jusque dans les années 90, il y avait ce mythe de la finance traditionnelle. En gros, les gens ne font que des investissements rationnels, où l'objectif c'est de maximiser les profits et minimiser le risque. Et en fait, il y a un mec qui est arrivé, qui a commencé à dire « Ouais, mais les mecs, vous vous rendez compte qu'on est quand même des humains, et que la plupart des humains, on est quand même vachement drivés par nos émotions. Et donc peut-être que, au final, on n'est pas juste des machines, on fait les choses par émotion, parce qu'on n'a pas envie de rater le train, on n'a pas envie de perdre de l'argent, etc. » Et donc il y a cette notion de finance comportementale qui a été mise en place, où on va prendre en compte les datas, ok, mais on va aussi beaucoup plus prendre en compte l'émotion et la psychologie de l'investissement. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos autour de la psychologie de l'investissement, c'est parce que, au final, tout n'est que émotion. Tout. Et on gagne pas on ne perd pas d'argent en crypto, par exemple, parce que on a investi dans une crypto-monnaie qui avait un mauvais price to earn et qu'on s'est trompé. Non, on perd de l'argent parce qu'on n'a pas vendu, parce qu'on a été pris par l'appât du gain, c'est émotionnel. Donc tout n'est que émotion. Et
Donc il y a la finance comportementale qui dit que c'est basé sur les émotions. Il y a ma version évoluée qu'il faut que je bosse, qui est que tout n'est qu'émotion. Vraiment, en investissement. Pas dans la vie, j'ai pas encore cette notion-là. À la base, les chercheurs faisaient de la finance traditionnelle sur une base qui s'appelle le EMH, l'Efficient Market Hypothesis. Le principe, c'était de dire qu'on était tous dans un marché où chaque agent économique était rationnel et où son seul objectif était de maximiser les gains et minimiser le risque. C'est un tiré qui revient avec ce qu'on vient de dire. On s'est rendu compte qu'il y avait des anomalies dans les crashs, dans les bulles, dans les comportements de prix, et c'est comme ça qu'on a commencé à switcher vers la finance comportementale. Tout n'est qu'émotion. Il y a 4 éléments clés qui permettent d'identifier et de créer un plan en fonction de sa tolérance au risque dans l'investissement. Les buts de son investissement, pourquoi on investit. L'horizon de temps, combien de temps on investit. Le niveau de stabilité financière, et la tolérance au risque. Quand vous voulez créer votre plan, 4 tirets, quel est mon but, mon horizon, mon niveau de stabilité financière, ma tolérance au risque. Comme ça, vous allez pouvoir vous créer votre plan très propre. Ah, intéressant celle-là. Il a été prouvé qu'il y avait une différence entre le niveau de tolérance au risque auto-évalué et le score de tolérance au risque. Hyper intéressant celle-là. On a tous une tolérance au risque, d'accord ? Il y a toujours un moment à partir duquel on se dit là les mecs c'est trop pour moi, c'est trop risqué. Par contre, si jamais je vous fais un QCM en vous posant des questions pour que vous identifiez vous-même votre propre tolérance au risque, ça a été prouvé qu'il y avait une différence entre la tolérance au risque que vous croyez avoir et la tolérance au risque que vous avez vraiment. Et ça c'est très intéressant. Ça veut dire que pas mal de gens se mentent à eux-mêmes ou alors que quand ils se retrouvent dans la situation, ils peuvent prendre beaucoup moins de risques qu'ils le croyaient. Et ça rentre vachement avec ce que je vois beaucoup en accompagnement. Je fais des accompagnements, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail. Ou des fois, il y a des mecs, c'est leur premier bull run. Ils me disent, ouais, Iril, mon objectif principal, moi, c'est de préserver mon capital à tout prix. Ok, très bien, c'est ton profil, c'est parfait. Et après, ils me montrent leur target de prix et ils me disent ouais, bon, j'ai fait un x2 il y a pas longtemps, j'étais trop content. Voilà mes targets de prix. Mon premier palier, il est à x6, mon deuxième, il est à x9, mon troisième, il est à x15. Et je suis là, genre, mec, t'es trop content de faire un x2. C'est ton premier bull run. Tu stresses de perdre ton capital. Enfin, tu n'as pas envie de perdre ton capital et il n'y a aucun mal à ça. Mais là, tu crois vraiment que tu vas être à x8 et que tu vas te dire non, j'attends x15. Non. Tu vas paniquer, tu vas perturber ton plan. Parce que ce sont des gens qui croient avoir un niveau de tolérance au risque beaucoup plus haut que ce qu'il ne l'est vraiment. On a à combien de temps ? Un peu moins de 20 minutes ? Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. C'est juste ces trucs où je vous drop plein d'informations en vrac et comme ça vous en discutez. Je pense que c'est pas mal parce qu'on couvre plein de sujets différents. J'en ai vraiment plein, donc dites-moi dans les commentaires si vous kiffez. Et comme ça on fera un deuxième épisode. Rosef, 1975, dans une étude, a révélé que la money supply représentait un indicateur exceptionnel pour prédire les mouvements de marché des actions. Il y a une étude qui s'appelle The Money Supply and the Stock Market, où littéralement on a des cycles qui sont liés à la liquidité qu'il y a sur le marché. Ça paraît un peu con dit comme ça, un peu évident, mais ça l'est pas tant que ça. La tolérance au risque a 4 facettes. Financier, physique, social et éthique. C'est-à-dire que en fonction de comment vous êtes, d'un point de vue sécurité financière, si vous êtes riche, vous allez prendre plus de risques. Physique, les femmes ont tendance à prendre moins de risques que les hommes. Social, j'ai pas d'exemple. Et éthique, et non, je pense que c'était ethnique plutôt que éthique. Ça me paraît plus logique. Et ethnique, en fonction de votre culture, vous allez avoir une tolérance au risque qui est très différente. C'est hyper intéressant aussi. La finance comportementale, c'est passionnant. La psychologie de l'investissement, c'est passionnant. Moi, riche, je deviens psychologue de l'investissement. C'est dit. Il y a différents facteurs qui peuvent faire qu'un investisseur juge sa propre tolérance au risque, parfois mal. La difficulté de prédire les résultats de l'investissement, les connaissances des marchés financiers, les probabilités d'encourir une perte, la diversification du portefeuille et la dépendance des personnes professionnelles. La dépendance des personnes professionnelles, je l'ai pas. Des fois, c'est des trucs que j'ai écrits il y a plusieurs mois. Donc celle-là, je l'ai pas. Mais c'est intéressant. Si jamais vous voulez vous demander si... ok, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure sur
la différence d'auto-évaluation et tout, et vous dites, ok, est-ce que moi je suis peut-être pas un peu biaisé sur mes targets? Demandez-vous si jamais vous n'avez pas de difficulté dans la prédiction des résultats. Est-ce que vous pensez que x10 sur votre portefeuille actuellement, c'est cohérent? Pareil, en accompagnement, j'avais quelqu'un qui avait de l'Ether, et il me disait, à partir de maintenant, j'aimerais faire un x10. Je lui ai dit, écoute, on va réfléchir à comment on diminue les targets. Parce que là, si c'est pour ce cycle, tu vas vraiment droit dans le mur. Donc peut-être que vous avez une difficulté à prédire les résultats d'investissement. Peut-être que vous avez aussi des difficultés dans les connaissances de marché financier. C'est possible. x10, c'est parce qu'on n'a pas la notion de market cap. Parce que si on avait la notion de market cap, on comprendrait que x10 sur Ether, c'est compliqué. Peut-être que vous avez aussi un biais dans les probabilités d'encourir une perte, ou on est forcément biaisé quand on achète une crypto, on se dit, ouais, je vais... pour qu'elle monte. Mais non, il y a beaucoup de raisons qui peuvent vous faire perdre de l'argent dans la diversification de votre portefeuille ou la dépendance des personnes professionnelles. Ah, c'est à quel point on est dépendant, par exemple, des conseillers financiers, peut-être. Sûrement. Donc, prenez ça et faites le petit test pour vous. Allez, encore 3. Des études ont montré que la douleur de perdre de l'argent était 3 fois plus grande que la joie d'en gagner. 3 fois plus grande. Si on perd 10% de son portefeuille, c'est 3 fois plus douloureux que gagner 10%. C'est l'une des raisons pour laquelle les gens ne vendent pas leur portefeuille en perte, parce que j'aimerais bien que ça remonte. Et la raison aussi pour laquelle les gens ne vendent pas leur portefeuille en gain, ou alors vendent beaucoup trop tôt. C'est deux profils qui sont différents. Celle-là est trop cool. Pareil, c'est toujours j'adore la psychologie de l'investissement, putain. Des personnes introverties ou empathiques auront plus tendance à suivre les comportements et les avis de la foule dans leurs décisions d'investissement. Votre personnalité est forcément reliée à votre profil d'investisseur. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, quelqu'un d'empathique, vous allez avoir envie d'appartenir au groupe. Et à l'inverse, les personnes plutôt extraverties, aventureuses, ouvertes aux nouvelles expériences, auront plus tendance à faire des décisions rationnelles d'investissement et à contrer les biais. Ça, je le vois beaucoup aussi dans les accompagnements, qui me permettent vraiment d'avoir un bon recul sur le type de profil et les besoins. C'est hyper intéressant. Oh, putain. Et Arthur Rimbaud, là. La capacité de prendre des risques est dépendante de la situation financière d'un investisseur. La volonté de prendre des risques est dépendante de son comportement et de sa personnalité. C'est obvious, Arthur Rimbaud, mais non, pas du tout en fait. Forcément, si vous avez une situation financière qui vous le permet, vous allez être capable de prendre des risques, parce que sinon, logique, vous pouvez pas. Et par contre, vouloir prendre des risques est surtout dépendant du comportement et de la personnalité. Et je pense qu'il y a aussi un biais, et attention à ne pas tomber là-dedans, les potes. J'ai 1000 €, ça va être le dernier bull run crypto, il faut que je fasse x50. Non. Tranquille. Ce sera pas le dernier bull run et vous ne ferez pas x50. Allez, encore 2, parce qu'on s'amuse bien et j'ai pas fini mon thé. Faut que j'aille courir après avec le chien. Il est 17h30, il fait nuit. Je dois remettre la frontale, le bonnet. Il fait tellement froid, putain, qu'est-ce qu'on se les pèle. La théorie des perspectives, c'est le fait que les individus ressentent différemment les gains des pertes. Les gains sont perçus comme moins agréables que les pertes sont douloureuses. On en a déjà parlé. Ah, celle-là, elle est technique. Les investisseurs sont réticents à vendre un actif qui est déjà en perte, même s'il y a une mauvaise nouvelle. Donc théoriquement, j'ai acheté une crypto à 10$, elle vaut 5$ maintenant, j'ai fait une perte, ok. Mais imaginez qu'il y a une bad news qui arrive sur cette crypto-monnaie-là. La théorie veut que, vu que même s'il y a une mauvaise nouvelle et j'ai pas envie de la vendre, il va y avoir une période où la crypto est théoriquement surévaluée, parce que l'effet de disposition, c'est-à-dire la capacité à continuer de rider les pertes, mais à prendre des gains très très rapidement, ce qu'on a dit sur les pertes plus douloureuses, va biaiser les investisseurs, et ils vont pas vouloir vendre la nouvelle parce qu'ils sont déjà en perte. Celle-là, elle est technique. Ça, c'est un niveau avancé d'investissement quand même. Ok, je vous réexplique. J'ai acheté une crypto-monnaie à 10$, elle en vaut 5, donc je suis en perte. Je suis en perte, ça me fait chier. Vraiment, ça me fait mal. Et j'ai pas envie de vendre en perte parce que ça validerait théoriquement ma perte, même si ça, c'est bullshit. Votre perte, elle est là. Hein. Il n'y a pas de valider, mais pas mal de gens qui se disent ça convertirait ma perte, donc je vends pas. J'attends. Ok. Et là, 5$, et on annonce qu'il y a un hack sur la crypto-monnaie. Normalement, une crypto-monnaie, on annonce qu'il y a un hack, le truc dump parce que les gens vendent et se barrent. Sauf que vu que moi, je suis déjà en perte, j'ai pas envie de vendre. Et je vais réfléchir de manière très différente, et je vais pas rationaliser comme je le devrais le hack, parce que je me dis, de toute façon, j'ai pas prévu de vendre, donc hack ou pas, je ne vends pas.
Et théoriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où elle vaut 5$, il y a un hack. Elle est censée valoir moins, parce que la valeur intrinsèque a diminué vu qu'il y a un hack. Donc imaginons qu'elle vaut théoriquement 2$. Mais il va y avoir une période, la période entre 5 et 2$, où les gens ne vendent pas parce que ils n'ont pas spécialement envie de valider leur perte jusqu'à un certain moment. Donc où la crypto est théoriquement surévaluée parce qu'elle vaut 5$ au lieu d'en valoir 2. Et par contre, à l'inverse, si on est en profit et qu'il y a une mauvaise nouvelle, on va pas hésiter à vendre la crypto parce qu'on pourra déjà sécuriser des profits. Selon une étude, les investisseurs privés gardent une position en gain en moyenne 104 jours et une position de perte en moyenne 124 jours. Voilà, bref. Ah ouais, stylé, celle-là sur les chauffeurs de taxi. Elle est où? Je l'ai perdue. Ah, ok. Intéressant. Les chauffeurs de taxi. Il y a un truc à New York, surtout les tapis, les tapis, n'importe quoi, les taxis jaunes. En fait, les taxis ne sont pas propriétaires de leur voiture. En général, ils louent leur taxi, la plupart pour la journée. Ok. Et en fait, imaginons qu'ils louent leur taxi 100$ par jour. Ils vont se fixer une target. Et quand ils vont l'atteindre, en général, ils se cassent. Donc, imaginons que je loue mon taxi 100$ et je me dis, dès que je fais 150$, c'est bon, ma journée elle est finie, j'ai fait mes 50$ de profit, je me casse. Donc, dans les faits, les taxis, quand ils ont une bonne journée, qu'ils ont un bon taux horaire, qu'il y a plein de clients et tout, bah ils finissent tôt, parce qu'ils ont atteint très vite les 150$. Par contre, quand ils ont une journée difficile, qu'il n'y a pas beaucoup de gens, qu'il y a un taux horaire de merde, ils finissent tard, parce que ça prend plus longtemps à arriver à 150$. Mais ce qui est très intéressant, c'est que selon une théorie rationnelle d'optimisation, bah, il devrait faire complètement l'inverse. Il devrait quitter tôt les jours de merde et quitter tard les bons jours. En investissement, c'est pareil. Si vous êtes positionné sur une bonne crypto-monnaie, optimisez-la, optimisez-la. Si vous êtes sur une crypto-monnaie de merde, un actif de merde, dégagez. Ça, c'est intéressant quand même, cette notion des taxis. Si vous voulez ouvrir un business de taxi. Dernier point, Crypto Recherche est le meilleur groupe francophone et vous fera réussir votre bull run. Ah. Je crois que c'est moi qui ai écrit ça, mais je sais pas. Ah, 10% sur le premier mois avec Iril 10 off sur Crypto Recherche, lien en description. Ok, bon. Non, vraiment, allez faire un mois sur Crypto Recherche. Si vous avez regardé mon contenu et vous l'aimez bien, dites-vous que c'est mon contenu en plus poussé, en plus technique, avec des meilleurs edges dans l'investissement. Donc ça peut valoir le coup de tester au moins un mois et de voir. Ouais. Merci beaucoup. C'était les notions en vrac. Premier épisode, j'espère qu'il y en aura plusieurs, parce que j'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous avez passé un bon moment, mettez un like, abonnez-vous et mettez un petit commentaire pour dire que vous avez passé un bon moment. Ciao les potes.